Bonjour, mon nom est Fatima Ezara El Abda et j'ai avec moi aujourd'hui Anne Guérin-Évêque dans le podcast de l'Observatoire des droits de la personne où nous recevons Anna Canedo pour parler des enjeux migratoires en Amérique latine. Madame Canedo, nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui et de vous avoir parmi nous pour notre podcast en lien avec les enjeux migratoires. Donc, vous avez un parcours très intéressant, un PhD en politique publique de l'Université of Texas à Austin en 2022, un Master of Public Administration de la Cornell University en 2017. Votre champ d'expertise est très diversifié. Vous êtes spécialiste de la démographie sociale, de la migration internationale, population et développement du Mexique, des États-Unis, du Canada, et aussi des méthodes quantitatives et de l'education policy. Donc, en fait, nous, on s'intéresse aux enjeux migratoires et comme on a pu le constater, depuis une dizaine d'années, l'Amérique latine est confrontée à une véritable crise migratoire. Plusieurs causes peuvent expliquer cette méfiance ou ces idées reçues vis-à-vis du territoire latino-américain. Tout d'abord, une forte instabilité politique sévit depuis de nombreuses années, alimentée par l'instabilité politique, économique et sécuritaire qui fragilise la région. Il y a aussi une crise de la gouvernance, de la corruption, de l'effondrement économique de pays comme le Venezuela ou encore l'emprise croissante des groupes criminels qui ont provoqué une détérioration générale des conditions de vie. Cette situation pousse des millions de Latino-Américains à quitter leurs pays respectifs. En 2020, on comptait 43 millions de personnes originaires du continent qui vivaient à l'extérieur de leur pays, ce qui est quand même considérable. Mais la majorité d'entre ces personnes-là vivaient en Amérique latine. Donc, rapidement, il y a un peu cette idée que la plupart de la migration se fait du sud vers le nord, mais c'est pas forcément réel parce que la migration est en fait avant tout intra-régionale. Entre 2000 et 2020, le nombre de migrants circulant entre pays latino-américains est passé de 6,5 à 15 millions, avec des flux massifs en provenance du Venezuela, du Honduras ou de l'Équateur. Si ces mobilités peuvent offrir des opportunités économiques au pays d'accueil, elle donne aussi surtout lieu à une crise humanitaire majeure. Chaque année, des milliers de personnes traversent l'Amérique centrale et le Mexique dans des conditions extrêmes, souvent contraintes de vivre dans des camps temporaires et dépendantes de l'aide humanitaire. L'accès aux États-Unis, qui a été renforcé par la militarisation de la frontière, reste extrêmement périlleux. Les principales destinations, par exemple, des personnes du Venezuela, et on va en reparler dans notre podcast, sont la Colombie et le Pérou, où certaines personnes décident aussi de s'installer dans les Caraïbes. Donc, avec tout ça, nous, on avait plusieurs questions en lien, par exemple, avec l'immigration. Comme on sait, il y a plusieurs pays qui ont instauré des barrières pour freiner la migration illégale. Mais la nature a horreur du vide et puis ces mesures ont entraîné l'essor de réseaux de passeurs. Les migrants continuent quand même d'y avoir recours, de contourner les restrictions, d'éviter les frontières fermées ou malheureusement même de traverser des zones dangereuses. Notre question pour vous, est-ce qu'il est possible de définir les différents types de migration et de migrants rencontrés en Amérique latine, s'il vous plaît? D'accord. Bonjour. Merci beaucoup, Fatima, pour l'invitation et merci, Anne. Je suis très contente d'être ici pour vous parler d'un sujet qui est tellement pertinent et aussi qui devient de plus en plus complexe. Donc, vous avez donné vraiment un bon ensemble de ce qui est en train d'arriver maintenant en Amérique latine. Par rapport à ta question, c'est difficile de parler d'un seul type de migration, mais plutôt d'un échevêtrement des mobilités différentes qui se superimposent. Donc, on parle des différents types de migration, mais des motivations
qu'on peut avoir par la fois 1 ou 2 ou 3 motivations. Donc, je vais vous donner un exemple. On pense souvent que la migration du Mexique aux États-Unis est toujours économique. D'une façon pareille, on parle de la migration, par exemple, de Pérou ou l'Équateur comme majoritairement économique. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas seulement la Venezuela, l'Haïti, les Haïtiens, les Nicaraguayens et les Cubains qui sont déplacés forcément, mais qu'il y a des niveaux de plus en plus élevés de déplacements internes à l'intérieur du Mexique à cause de la violence, à cause de groupes criminels. Et on voit que ça, c'est encore le cas, par exemple, dans le Guatemala, même avec les bas niveaux dans le Pérou, le Salvador, l'Équateur. Et donc, ça devient de plus en plus complexe de distinguer ces différents types de migration. On pense, par exemple, les gens parfois vont dire qu'ils ont migré à cause de la manque d'opportunités d'emploi, mais parfois, ces manques d'opportunités d'emploi, c'est parce qu'ils doivent payer ce qu'on dit en espagnol comme piso de suelo, derecho de suelo. Donc, ça veut dire qu'ils doivent payer les groupes criminels pour opérer leur business. Et donc, ça fait de sorte que parfois, pour eux-mêmes, c'est difficile de distinguer les motivations de leur propre migration. Et donc, on est face à une situation qui devient de plus en plus complexe et où les individus doivent influer à la fois plusieurs facteurs qui le vont pousser à migrer. Et ces facteurs, parfois, vont occuper différentes dimensions. Je ne sais pas si je m'explique. Merci beaucoup pour cette réponse très complète qui nous éclaircit sur les différents types de migration rencontrés en Amérique latine. Donc, on peut continuer et parler de l'aspect théorique. Les migrations contemporaines en Amérique latine se fondent sur la récente théorisation des couloirs migratoires formulée par l'anthropologue Álvarez Velasco. Donc, il y a aussi le dernier rapport mondial sur la migration de l'OIM, présentant les tendances majeures des mouvements migratoires en Amérique latine. On voit 2 tendances de 2 grands couloirs migratoires. Le premier qui part du nord de l'Amérique du Sud, en parlant du Venezuela et de la Colombie, vers l'Amérique du Nord, en l'occurrence les États-Unis et le Canada. Le deuxième grand couloir migratoire, c'est de la région andine, donc vers le cône sud, on parle du Chili, de l'Argentine et de l'Uruguay. On se demandait, est-ce qu'il était possible de définir ou bien d'éclaircir le terme de couloir migratoire? D'accord, donc couloir migratoire est un terme analytique et va dépendre un peu des disciplines, mais ça ne fait pas seulement référence à des routes géographiques à travers lesquelles les migrants se déplacent du lieu d'origine à lieu de destination, mais ça va comprendre l'ensemble de circulation entre 2 ou plusieurs espaces. Donc, ça comprend aussi, bien sûr, les mobilités des personnes, mais aussi de l'argent, des connaissances, des compétences et du commerce. Et une chose qui est très importante, c'est que exactement, on peut définir ces 2 grands couloirs que sont établis et évidemment, on voit de plus en plus qu'il y a une migration vers l'Amérique du Sud, donc ce que Álvarez Velasco va appeler le couloir andin. Cependant, il y a plusieurs couloirs et ce qui arrive souvent, c'est que on a une surreprésentation dans les études de certains couloirs. Et donc, évidemment, à cause de l'importance des États-Unis, ça ne veut pas dire que le couloir Mexico-États-Unis n'est pas important. Il est le plus important du monde. Plus de 11 millions de personnes vont traverser ces couloirs, on estime. Mais on va voir une représentation de la migration vers les États-Unis dans les études et par rapport à d'autres couloirs que sont aussi importants. Donc maintenant, on parle de l'Amérique latine, mais par exemple, il y a toute la migration vers les pays de le Golfe d'Arabe, où on n'étudie pas beaucoup ces couloirs migratoires et cependant, au niveau de magnitude, c'est très important. Donc,
j'ajouterais aussi qu'il y a que souvent on pense à la migration comme un phénomène qui va dans une direction unique. Et il faut tenir en compte qu'il y a parfois aussi des couloirs de retour. Donc, ça peut aller des deux directions. Et c'est une des conséquences qu'on voit maintenant de l'enforcement des frontières. Vraiment, plus qu'on a des politiques publiques qui sont plus strictes par rapport à l'immigration, on voit qu'on commence à avoir une migration de retour. Et cette migration de retour ne va pas prendre forcément les mêmes routes. Donc, par exemple, c'est vrai qu'on observe maintenant une migration de retour qui commence à grandir vers le Venezuela. Et oui, si ça passe encore par le Darien, on va voir que ces routes vont aller plus vers l'océan Caraïbes et moins vers les routes terrestres. Et donc, il faut tenir en compte aussi que ces mouvements ne sont pas seulement en direction unique. Et ça parle à nouveau aussi des complexités qu'on voit maintenant par rapport à la migration en Amérique latine. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Il est vrai qu'on n'entend pas vraiment parler de ce retour vers les pays respectifs des migrants et des enjeux qui sont autour. Donc, merci, c'est très intéressant. En troisième lieu, on pourrait s'attarder un peu sur la question de la crise au Venezuela. Comme on en entend très souvent parler, le Venezuela est au centre de la crise migratoire régionale. Depuis 2014, les demandes d'asile de Vénézuéliens ont augmenté de 8 000 %. L'aggravation de la crise a provoqué une fuite massive de citoyens et de résidents vers les pays voisins et même au-delà. Le pays autrefois accueillant pour les milliers de réfugiés qui y vivent voit désormais sa propre population contrainte de partir. De nombreuses familles, comme celle d'une dame dans l'article qu'on a pu avoir sur le site de l'UNHCR, donc l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, raconte l'histoire d'une citoyenne du Venezuela, Karen, et des centaines de personnes dans ces situations qui vivent dans une grande précarité et doivent se battre pour survivre loin de chez elles. C'est un exemple quand même marquant et qui donne un petit peu la réalité que vivent les Vénézuéliens loin de chez eux. Elle a dû quitter le Venezuela car elle avait un fils malade. Elle est actuellement en Colombie pour pouvoir avoir les soins nécessaires pour guérir son fils. Donc, on se demandait s'il était possible de revenir un peu sur la crise migratoire au Venezuela et puis qu'est-ce qu'il a défini comme critique. Oui, donc tu as bien mis en contexte cette crise. Elle est, moi je dirais, la plus critique de notre jour maintenant dans le continent américain. Donc, oui, c'est dans des plus grandes crises de déplacement du monde. On parle de presque 8 millions de Vénézuéliens et de Vénézuéliennes qui ont quitté le pays. Et ce qui vraiment est important de tenir en compte ici, c'est que presque 90% d'entre eux sont restés dans la région latino-américaine et Caraïbes. Donc, c'est une région qu'auparavant, s'était habituée à avoir des flux migratoires qui partaient vers le nord, vers cette couloir qui était historiquement plus connu, le couloir du nord. Et maintenant, on voit que des pays qui avaient une histoire migratoire, il y a des histoires des déplacements internes aussi à cause de la violence et le crime organisé, comme la Colombie et le Brésil, maintenant doivent accueillir une population importante. Donc, presque 2,8 millions de Vénézuéliens sont en Colombie et l'Équateur accueille presque 1,7 million. Et donc, ça met beaucoup de pression sur ces pays qui n'avaient pas les structures pour accueillir cette population. Et donc, on a vu vraiment une coopération régionale importante. On a vu des pays de créer des statuts qui protègent les immigrants, donc des statuts temporaires.
Mais ces statues n'étaient pas parfaites et malheureusement, ce qu'on voit, c'est quelque chose que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en Europe et dans d'autres cas, qu'il y a de plus en plus des populations locales qui commencent à avoir un sentiment anti-immigrant dans ces pays. Donc, une chose que moi, personnellement, ça me préoccupe beaucoup et qu'on voit de plus en plus, c'est par exemple le cas chilien, où il va y avoir des élections dans je pense que c'est quelques semaines, et il y a la possibilité qu'un candidat qui est d'extrême droite, qui a déjà promis qu'il va déporter certains des immigrants au Chili, même si leurs enfants sont nés au Chili. Donc, il a fait cette promesse et ça va être une élection vraiment serrée. Donc, un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on va faire comme région, comment est-ce que l'Amérique latine va faire comme région pour continuer à accueillir cette population, pour continuer à gérer les déplacements internes aussi à l'intérieur de leur propre pays et offrir de voies d'intégration pour ces individus parce que la plupart d'entre eux prévoient rester plus long terme dans ces pays. Et donc, c'est vraiment difficile. C'est un grand enjeu dans la région de coordonner tout cela. Et finalement, on parle souvent, est-ce qu'il y a un peu de retour? Est-ce qu'il y a un peu de retour vers la Vénézuela? Oui, mais il faut aussi, on ne sait pas encore si les migrants qui avaient quitté la Vénézuela vont être criminalisés. Le gouvernement a dit que non, mais ça nous reste à voir la réponse du gouvernement. Et donc, on peut s'attendre à nouveau à une deuxième migration et peut-être par certains gens une troisième migration. Donc, il y a de nouvelles formes de vulnérabilité. Avant, c'était plutôt économique. Maintenant, il peut y avoir de nouvelles formes de vulnérabilité dans la région. Et donc, vraiment, sans des politiques d'intégration et une stratégie de coopération régionale, ça va faire de sorte que les pressions dans quelques pays vont augmenter beaucoup. Et donc, on pourrait avoir une crise régionale. Merci pour votre explication très complète sur la migration en lien avec le Venezuela. Dans mon expérience personnelle, j'ai eu la chance d'avoir été en Colombie où j'ai parlé à des personnes qui vivent là, comme vous l'avez expliqué, qui ont fait la traversée, qui se sont en fait établis en Colombie et qui disaient se ressentir un peu par moment de l'insécurité ou un sentiment de ne pas être bienvenu. C'est un excellent tremplin vers notre prochain point, en fait, les dangers. Comme on sait, vous l'avez dit plus tôt en parlant du passage du Darién, le passage du Panama, de la Colombie vers le Panama, qui est aujourd'hui l'une des routes migratoires les plus dangereuses et les plus éprouvantes du monde. On s'intéressait au type de danger que les migrants peuvent vivre ou auxquels ils peuvent être confrontés durant le voyage. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, les migrants qui voyagent maintenant vers la frontière du Mexique aux États-Unis font face à des dangers bien avant d'arriver à la frontière américaine. Donc, sur nombreuses routes, il y a la présence de crimes organisés qui ont remarqué que les migrants représentent une source de revenus stable. Et donc, on voit développer certaines économies de la migration où il y a, par exemple, l'enlèvement, je ne sais pas si on appelle comme ça, le kidnapping, l'extorsion, la violence physique et surtout, quelque chose qui est vraiment triste, c'est qu'on voit une grande hausse de violence sexuelle et physique. Donc, par exemple, Fatima, tu as parlé du passage du Darién, un des passages les plus dangereux dans le monde. Et ce passage est très dangereux, tout d'abord à cause des conditions vraiment difficiles d'accès. Donc, si jamais vous avez voyagé dans le Darién, c'est une jungle vraiment impénétrable. Moi, j'ai eu aussi la chance de voyager dans un voyage nature, mais c'est incroyable la densité de la jungle là-bas.
Mais à cause de cette densité, il y a aussi la présence de groupes armés. Et donc, ce n'est pas seulement, par exemple, les dangers environnementaux, des inondations des rivières, des glissements, les animaux, les maladies. Il y a des groupes armés et des groupes criminels qui vont exploiter les migrants là où les autorités ne peuvent pas pénétrer. Donc, il y a vraiment des risques élevés partout et juste pour vous donner une figure qui va mettre un peu en contexte il y a un rapport qui était récemment publié par le Mixed Migration Center qui indique qu'il y a une augmentation forte de violences sexuelles contre les migrants et les migrantes. Et donc, près de la moitié des femmes interrogées en 2024 ont déclaré avoir subi un type de violence sexuelle dans ce trajet. Donc, c'est un chiffre absolument alarmant. Et ça parle d'un vide vraiment où les autorités et les institutions n'ont pas de voix et n'ont pas de présence. Vous avez mentionné que les gouvernements d'Amérique offrent un accès insuffisant à l'asile et à la protection internationale pour les personnes qui fuient des pays qui violent leurs droits humains, notamment, vous avez mentionné le Venezuela, mais aussi en Haïti. Le rapport de Human Rights Watch d'Ariane Gap, dont vous avez mentionné, The Jungle Where Poor Migration Policy Meet, analyse la politique migratoire de 6 pays, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Panama et le Pérou. Il va mettre en lumière notamment les obstacles majeurs auxquels font face les migrants et les demandeurs d'asile, comme la difficulté pour régulariser leur statut, les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugié, l'accès limité à l'intégration sociale, économique, et ces politiques respectives vont pousser de nombreux migrants et demandeurs d'asile à poursuivre la route vers le nord en traversant le Darien Gap. Le recours des migrants à des routes dangereuses est également lié au manque de programmes d'intégration et de protection offerts par les différents États par lesquels ils transitent. Donc, notre question serait pourquoi les pays d'Amérique latine peinent à protéger les personnes cherchant refuge de régimes qui violent leurs droits humains? Oui, c'est une très bonne question, Anne, merci. Ce qui arrive, c'est que les pays confrontent parfois une double ou une triple pression. Donc, d'un côté, ils ont des pressions de la part des États-Unis pour gérer la migration dans leur pays. D'un autre côté, ils doivent intégrer déjà des millions de personnes déjà présentes dans leur territoire. Donc, parfois, ce sont des migrants de retour. Parfois, ce sont des personnes à déplacer à l'intérieur. Et donc, juste pour vous donner un exemple, près d'1 million de Colombiens ont quitté le pays entre 2002 et 2003. Donc, déjà, la Colombie a une forte émigration. Donc, et tout ça se produit dans un contexte où il y a des frustrations sociales, la montée de l'insécurité et une forte attraction à la fois par les États-Unis, même avec le climat de maintenant. Et donc, dans ce contexte, on a déjà parlé de que la migration, d'un côté, devient un sujet hautement politisé et à cause de ces pressions, encore plus politisé. Et on voit souvent que les pays vont pressionnés par les États-Unis, recourir à une militarisation de leurs frontières. Donc, ils ne savent pas vraiment comment accueillir, comment gérer, ils manquent de ressources. Et dans notre cas, ils sont pressionnés pour arrêter les flux vers le nord. Et donc, on voit toujours un durcissement de contrôle, les expulsions plutôt que l'intégration ou la prévention. Mais pourtant, quelque chose qui est super important, c'est que la recherche est très claire dans ce domaine. Les politiques de dissuasion ne font pas disparaître les migrations. Au contraire, ils les rendent plus dangereuses seulement. Et donc, on l'a déjà vu dans le passé, dans l'histoire. Si on prend par exemple la politique publique américaine de Prevention through Deterrence, qui a été mise en place dans le milieu des années 1990. Et on a vu, il y a un renforcement du contrôle à la frontière, mais on a vu qu'il y a une hausse de la migration clandestine vers des points moins surveillés, donc par exemple dans le désert du Sonora, où on a vu une hausse des décès de la part des migrants. Et donc, il y a des travaux super importants, par exemple par le professeur Daniel Martinez de l'Université d'Arizona, qui vont montrer cela.
Et le cas du Canada est aussi important, par exemple. On voit qu'après la fermeture du chemin Roxham et l'accord du pays tiers avec les États-Unis, que les demandeurs d'asile qui avaient par avant un statut de protection temporaire aux États-Unis ne sont plus éligibles à demander l'asile au Canada, avec la seule exception s'ils sont dans le territoire canadien et ils font une demande d'asile humanitaire. Et donc, malheureusement, ça a poussé à plusieurs personnes à aussi migrer au Canada d'une façon clandestine pour faire la demande d'asile, surtout à ceux qui n'ont pas un lien parental avec quelqu'un qui est au Canada. Donc, on va continuer à voir que les migrants vont se déplacer vers des situations plus dangereuses tant qu'on n'attaque pas les conditions de départ et qu'on ne se sente pas sur des politiques qui vont aider leur intégration. Par exemple, plusieurs migrants pourraient s'intégrer dans des pays sécuritaires tiers, comme le Mexique, comme le Pérou, sans continuer au nord, s'il y aurait ces politiques. Merci beaucoup pour votre excellente réponse. Vous avez mentionné de la pression politique qui provient des États-Unis. Comme vous savez, récemment, le USAID a été retiré, donc programme phare américain d'aide humanitaire, ce qui a le potentiel, comme vous l'avez mentionné, d'aggraver la situation dans les pays tiers et dans les pays de départ et d'accentuer les tensions liées à la migration. Donc, les États-Unis avaient versé en 2023 1,5 milliard de dollars en aide à l'Amérique du Sud pour gérer la migration. Le gel de l'aide pour au moins 90 jours a entraîné la mise en pause de programmes humanitaires, dont le soutien de 41 000 personnes déplacées en Colombie, un programme d'intégration des migrants vénézuéliens aussi. Donc, ce retrait de financement est un enjeu majeur pour la question de migration en Amérique latine. Quelles conséquences cela pourrait engendrer pour l'Amérique latine sur le long terme ou dans le futur? Oui, la réponse est oui. Et ça fait quelques mois, en été, j'ai fait une petite contribution pour l'Inter-American Dialogue juste sur ça. Donc, parfois, on pense que USAID, le département d'État, faisait juste financer juste de programmes d'aide humanitaire, mais il finance aussi des projets, il finançait aussi des projets de renforcement institutionnel, de prévention de violence de genre aussi, de soutien au système d'asile et la réintégration de personnes de retour. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une coupure de fonds et on ne voit pas ces programmes maintenant en place? Donc, d'un côté, oui, ça va affaiblir immédiatement la capacité des États d'accueillir les migrants. Mais aussi, ça va rendre les conditions de pousser, comme les conditions de départ qui vont pousser les immigrants à quitter leur pays, beaucoup plus marquées. Et donc, par exemple, sans programme de violence de genre, on a une augmentation de violence de genre qui est une cause de départ. On a aussi, par exemple, qu'il y a moins d'assistance juridique et de soutien psychosocial, moins de gestion pour l'arrivée des immigrants. Donc, une grande partie de ces immigrants, par exemple, qui se retrouvent à la frontière à la frontière de Mexique avec le Guatemala, maintenant, sont plus en risque des groupes criminels et donc ils vont devoir continuer leur voyage. Et donc, ça fait de sorte qu'ils ne vont plus demander l'asile au Mexique, ils vont trouver que c'est plus difficile. Les lignes d'attente, il y a eu, à cause de cette coupure, il y a des bureaux de l'HSR qui ont dû fermer au Mexique. Ces individus qui pourraient avoir considéré de rester en place, maintenant, sûrement, ils vont décider de quitter. Donc, ça fait de sorte comme un effet boomerang, ce qu'on appelle un effet boomerang. Donc, on a un affaiblissement des systèmes d'accueil et d'intégration dans le Mexique que dans d'autres pays d'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, qui vont rendre plus probable que les personnes vont continuer leur route vers le nord. Et donc, au lieu de pouvoir rester dans des pays tiers où ils auraient pu reconstruire leur vie. Donc, autrement dit, on a un rétrécissement des financements internationaux
qui ne va pas aboutir à l'émigration. Au contraire, ils vont rendre les migrants plus vulnérables et ils pourraient encourager la migration vers le nord. Vous avez mentionné le cas du Mexique, dont notamment la frontière du Guatemala, Tapachula. OK. Vous avez mentionné le cas du Mexique, notamment la frontière du Guatemala, Tapachula, est devenue la principale porte d'entrée des migrants visant les États-Unis, un parcours qui est désormais influencé par les politiques de l'administration Trump. Le rôle du Mexique a bien changé. D'un pays de transit, il est devenu une destination pour de nombreux migrants. En 5 ans, plus de 500 000 étrangers ont demandé l'asile au Mexique, contre seulement quelques milliers il y a une décennie. Donc, quelle est la position exacte du Mexique par rapport à ces vagues d'immigration? Donc, moi, je dis que le Mexique est au cœur vraiment de cette crise migratoire régionale. Donc, vous l'avez bien dit, le Mexique, historiquement, était un pays de transit vers les États-Unis et un pays des immigrants. Et en moins de 20 ans, ces tendances ont beaucoup changé. Donc, oui, on est toujours, je parle de on parce que je suis mexicaine, un pays de transit, mais aussi ça continue à être un pays de départ et maintenant un pays de retour et un pays de destination. Donc, vous avez mentionné, donc le Mexique est devenu l'un des 10 principaux pays au monde en termes de demandes d'asile. La plupart de ces demandes d'asile vont venir des Caraïbes, donc notamment Haïti. Mais aussi, il y a des demandes de Venezuela et d'autres régions du monde. À un moment donné où les Nations Unies viennent de publier un rapport qui montre que la violence interne est en hausse et les déplacements internes sont en hausse à la fois. Et donc ça ajoute comme une couche de complexité supplémentaire. Un pays qui ne se retrouve pas dans une situation économique excellente à l'instant et qui a plusieurs pressions à gérer et aussi à faire face aux pressions des États-Unis et aux pressions commerciales des États-Unis par rapport aux tarifs. Donc, d'un côté, il doit contrôler l'immigration vers le nord. D'un autre côté, il doit aider à ces personnes à s'intégrer. Et ça risque vraiment d'avoir comme, par exemple, un problème de cohésion sociale si on n'arrive pas à le faire. Et ce que je trouve maintenant, ce qui est important, c'est que dans les lois et dans la rhétorique, il y a cette volonté d'accueillir les immigrants et de faire face à cette solution. Je vois d'un autre côté une manque des programmes pour le faire. Et donc, par exemple, si je parle du cas de la migration de retour, que c'est vraiment où mes recherches se centrent, on voit une manque des programmes qui sont ciblés pour cette population, qui leur aident vraiment, une manque de reconnaissance des limites et des barrières auxquelles ils et elles font face. Donc, souvent, on pense qu'une migration de retour, ça va être un retour, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Les personnes doivent naviguer des systèmes de bureaucratie différents. Et donc, c'est pareil pour les immigrants, sinon plus accentué, même si parfois ils parlent la même langue. Et donc, il faut vraiment, à ce moment donné, moi je dirais que le Mexique commence à reconnaître que ça pourrait être un grand problème et commence à mettre sur place des programmes qui vont aider vraiment ces individus à s'intégrer. Sinon, on risque d'avoir à nouveau des grands taux de chômage dans certaines localités qui vont à la fois accentuer, par exemple, les crimes organisés parce qu'il prend avantage de ces situations et aussi va accentuer la migration vers le nord. Comme on l'a mentionné tantôt, en 2024, plus de 1,3 million de réfugiés, migrants et membres de communautés d'accueil ont reçu un soutien. Ils ont bénéficié d'opportunités d'intégration, de protection, d'assistance humanitaire. Ce soutien a été fourni et rendu possible dans le cadre du plan régional de réponse aux réfugiés et aux migrants. Le plan a été dirigé par l'Organisation internationale pour les migrants et le Haut-Commissaire des réfugiés. Donc, quelles sont les démarches qui ont été récemment déployées pour soutenir les migrants et les pays d'accueil avec la fin de USAID?
Et pensez-vous qu'on devrait privilégier une approche pour ces programmes-là? C'est pas tout négatif. On voit certains pays qui font des choses correctes, même si de plus en plus on se ferme à l'immigration. Mais par exemple, on voit le cas de la Colombie qui a créé un statut de protection temporaire pour les Vénézuéliens en 2017. Et même si maintenant ils ont fait des changements à ce statut qui est plus restreint, ils continuent à faire des efforts pour aider cette population intégrée. Et donc, il y a des modèles similaires qui sont mis en place dans des autres contextes, aussi au Pérou. Dans le cas de Mexique, on voit des autres politiques qui essayent d'aider pas seulement, par exemple, les migrants de retour, mais aussi les immigrants qui traversent le territoire. Cependant, on fait face aussi à un manque de ressources dans la région. Et bon, c'est dans ce cas vraiment que la question d'avant sur les coupures de USAID est importante. Parce qu'on voit des pays qui essayent de gérer une crise migratoire sans vraiment les ressources pour le faire. Cependant, il y a quand même la volonté de coopérer et de trouver des solutions sur place. Et ça, c'est important. Donc, pour conclure ta question, Anne, tu m'as demandé s'il y a un modèle à privilégier. Et moi, je dirais que les réponses qui fonctionnent le mieux sont celles qui combinent plusieurs éléments. Donc, des voies légales et des séjours larges et prévisibles. Une véritable politique d'intégration. Donc, on ne parle pas seulement d'accès aux services de santé, mais d'accès à travail temporaire, l'accès à l'éducation par rapport à les enfants, la santé, la régularisation. Il faut aussi une coopération régionale qui va reconnaître cette situation et des investissements sérieux dans les causes profondes des départs, qu'il s'agisse de pauvreté, d'instabilité politique ou de, comme on voit de plus en plus, de violence. Et donc, pour conclure, l'expérience d'accueil des Vénézuéliens, en particulier en Amérique du Sud, a montré qu'il est possible d'imaginer des solutions relativement généreuses et coordonnées dans un court terme. Et donc, la question maintenant est de savoir si ces initiatives, parce qu'on a beaucoup parlé de Venezuela, mais on a aussi le cas des réfugiés de Nicaragua, des réfugiés politiques. Et donc, il faut savoir si ces initiatives peuvent être consolidées et stabilisées, ou s'ils resteront comme fragiles, constamment remises en cause par les changements du gouvernement et par les pressions des États-Unis et le manque de ressources. Donc, merci de vous être joint à nous et merci à cher Roméo Dallaire de nous supporter dans le montage. Et donc, passez une bonne journée. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un véritable plaisir d'être avec vous aussi. Le Monde en question est un balado de l'Observatoire des droits de la personne en collaboration avec la chaire Roméo Dallaire. Notre invitée était Anna Canedo, à l'animation Anne Guérin-Lévesque et Fatima Ezara El Abda, à la recherche Céleste Holler, montage et musique originale Jean-François Rancourt.